commencer par une présentation, d'accord, un rappel du cours que vous avez eu l'occasion d'étudier, auquel vous avez eu l'occasion d'assister pour ce qui est des cours magistraux. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de constituer les groupes, les trinômes pour ce qui est des travaux. Donc, on verra tout ça par la suite. Donc, j'attends vos retours. Donc, on va commencer la présentation à la barakatillah. Donc, des introductions. Je tiens à dire que vous serez amenés, pour ceux et celles qui désirent poursuivre leurs études supérieures en master ou en doctorat, ou ceux et celles qui désirent intégrer le marché du travail après la licence dans le secteur du commerce ou bien du marketing, vous serez amenés à réaliser des enquêtes, donc des études sur le terrain. Donc, d'où l'importance et l'intérêt de ce module. Donc, nous allons commencer par des définitions. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par une enquête? Une enquête est une activité organisée et méthodique. Donc, il y a une méthodologie derrière de collecte de données sur des caractéristiques d'une partie ou de la totalité des unités d'une population. D'accord? Donc, une collecte de données, une collecte d'informations sur les caractéristiques, ce qui caractérise une partie ou la totalité des unités d'une population. Bien sûr, à l'aide de concepts, de méthodes et de procédures bien définies. Donc, puis après, une fois ces données collectées, il est suivi d'un exercice de synthèse. Donc, on procède à la synthèse de ces données, ce qui permettra par la suite d'assembler une base de données à des fins analytiques. Donc, cette base de données va nous permettre de mener une analyse donc, sur ces dernières, de présenter les données recueillies sous forme récapitulative, utile, accessible et compréhensible, sous forme de schéma, sous forme de tableau, ou de vérifier une hypothèse. Donc, pour ce qui est de la vérification d'une hypothèse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux et celles qui comptent poursuivre leurs études supérieures, donc vous serez amenés lors de vos travaux de recherche à poser des hypothèses et à les vérifier. Pour pouvoir les vérifier, donc vous allez pouvoir mener une enquête puis utiliser la base de données collectée afin de vérifier la validité d'une hypothèse ou non. La méthode d'enquête. Donc, quand on parle d'une méthode d'enquête, on peut dire qu'elle se définit comme la combinaison de moyens mis en œuvre pour collecter et traiter l'information. Dans une enquête, la réalité est observée sur la base de l'information collectée. Donc, pour ce qui est de l'enquête, donc, elle nous permet de collecter donc, des données, des informations. Donc, ces informations vont nous permettre par la suite d'observer la réalité de cette population que l'on cherche à étudier. Il existe de nombreux types et techniques d'enquête. Différents types et techniques peuvent se combiner dans une même méthode d'enquête. Donc, généralement, il y a deux grands types d'enquête, d'accord? Il y a le recensement et l'enquête par sondage ou l'enquête échantillon. Donc, quand on parle de recensement, le principe est que la collecte des données se fait sur chaque individu de la population concernée par l'enquête. Donc, nous avons une population, nous désirons mener une enquête sur cette population. Donc, la collecte des données se fait sur l'ensemble des individus de cette population. Prenons par exemple le recensement pluriannuel marocain. Donc, ici au Maroc, au Royaume, donc, une fois tous les 10 ans, le gouvernement procède à un recensement de l'ensemble des citoyens du Royaume. Donc, la collecte de données se fait sur l'ensemble de la population désignée concernée par l'enquête. Donc, les enquêteurs généralement sont les gouvernements. Il se peut aussi qu'il s'agisse d'entreprises, donc qui cherchent à mener un recensement sur l'ensemble de leurs salariés, d'accord?
Donc, pour ce qui est des avantages de ce type d'enquête qui est le recensement, les résultats sont précis et parfaitement représentatifs. Ils sont précis puisque la collecte d'informations se fait sur toute la population que l'on cible. Sur toute la population cible, donc il se fait que le résultat est parfaitement précis. Les inconvénients, par contre, c'est que c'est une démarche très coûteuse, qui est difficile à mener et qui prend beaucoup de temps. Donc, à l'inverse du recensement, il y a l'enquête échantillon ou l'enquête par sondage. Donc, le principe de ce type d'enquête est que la collecte de données ne se fait pas au niveau de chaque individu de la population cible, mais auprès d'une partie seulement de la population concernée par l'enquête. C'est ce qu'on appelle un échantillon. Donc, nous avons une population cible, une population qui est concernée par l'enquête, et nous désirons mener une enquête sur cette population. Donc, à l'inverse du recensement qui consiste à recueillir toutes les données de la population, nous allons sensible que où l'on va mener notre enquête, et puis par la suite, les résultats obtenus de cet échantillon seront généralisés sur l'ensemble de la population cible. D'accord? Donc, les enquêteurs, généralement, sont les organismes publics ou privés. Nous avons aussi les associations. Par exemple, prenons le cas de l'association de lutte contre le tabagisme. Donc, ils peuvent mener une enquête sur une partie de leur population cible, c'est-à-dire les fumeurs, donc les personnes qui fument, les fumeurs de la ville de Casablanca. Donc, ils vont choisir un échantillon au niveau de la ville de Casablanca, un échantillon qui va leur permettre, de fumeurs, qui va leur permettre de mener leur enquête sur le niveau de conscience de la population par rapport aux méfaits du tabagisme, puis par la suite généraliser ces résultats sur l'ensemble de la population cible, c'est-à-dire les fumeurs de la ville de Casablanca. Il y a aussi les bureaux d'études. Donc, généralement, nous avons une société qui cherche à mener une étude et qui a recours à ces bureaux d'études. Donc, le bureau d'études va se charger de mener l'enquête que souhaite cette société à ses charges, bien sûr. Donc, les avantages de l'enquête échantillon, c'est que c'est une méthode qui est moins coûteuse par rapport au recensement, qui est facile à mener et qui prend moins de temps. Par contre, l'inconvénient principal, à l'instar du recensement, c'est que il y a toujours une marge d'erreur. Donc, il existe toujours une marge d'erreur, puisque nous choisissons un échantillon, nous menons notre enquête sur cet échantillon, puis nous généralisons les résultats sur l'ensemble de la population cible. Donc, l'objectif est de choisir un échantillon représentatif pour pouvoir généraliser le plus fidèlement possible ces résultats sur l'ensemble de la population cible. Mais malgré ça, il existe toujours une marge d'erreur. Donc, je tiens à vous dire que si vous voulez que je réexplique donc telle ou telle partie, n'hésitez surtout pas à m'arrêter. Vous pouvez m'arrêter à tout moment et je peux reprendre les explications. Donc voilà, maintenant nous allons voir les phases clés de la méthodologie d'une enquête par questionnaire, donc d'une enquête échantillon. Donc les principales phases de cette méthodologie d'enquête sont constituées de 4 phases, à savoir la préparation d'une enquête, l'élaboration du questionnaire, l'administration du questionnaire et la collecte des réponses, et puis par la suite le traitement des données. Nous allons commencer par la première phase qui porte sur la préparation d'une enquête. Donc, nous avons un premier point qui porte sur la définition des objectifs de l'enquête, la détermination de la population cible et le choix de l'échantillon. Donc, la phase de préparation d'une enquête sert à acquérir les connaissances et informations nécessaires à la mise en œuvre de la méthode d'enquête. Dans les enquêtes par questionnaire, il faut toujours un important travail de préparation à effectuer avant de rédiger les questions qui seront posées
aux enquêtés. Donc, la préparation d'une enquête, cette phase est très importante. Elle doit être préalable au travail d'élaboration du questionnaire, puisqu'elle va nous permettre de définir, de déterminer les objectifs principaux de l'enquête, et ainsi de suite. Donc, on va commencer par le premier point au niveau de la préparation de l'enquête, à savoir la définition des objectifs de l'enquête. La formulation des objectifs est l'une des plus importantes tâches d'une enquête. Il établit non seulement les besoins d'information de l'enquête dans l'ensemble, mais aussi les définitions opérationnelles à utiliser, les sujets à considérer. Donc, c'est une étape qui est très importante, qui détermine ce qu'elle comprendra ou non, qui déterminera ce que l'enquête comprendra ou non, que l'enquêteur a besoin de savoir plutôt que de ce qui serait intéressant d'apprendre. Donc, cette étape de préparation d'une enquête va nous permettre de cadrer, si vous voulez, le travail d'enquête, le de l'enquête, puisqu'il va nous permettre par la suite de rédiger le questionnaire qui va répondre à ces objectifs. Il va nous permettre de cadrer notre travail et de ne pas nous éparpiller, donc de poser au niveau du questionnaire des questions qui ne portent pas sur l'objectif de l'enquête. Donc, c'est une phase très, très importante. Donc, vous avez vu déjà cette phase de préparation au niveau de la note méthodologique. Donc, la note méthodologique que vous avez eu l'occasion de voir au niveau du cours magistral, donc, elle porte sur cette phase qui est la phase de préparation de l'enquête. Donc, nous aurons par la suite l'occasion de revoir la note méthodologique. Donc, au niveau de la définition des objectifs de l'enquête, il est généralement préférable de mettre un objectif global. Ce dernier sera divisé par la suite en objectifs spécifiques. Les objectifs de l'étude doivent être formulés clairement et de façon précise. Les objectifs sont toujours exprimés par un verbe à l'infinitif. D'accord? Un verbe à l'infinitif, nous allons prendre les exemples suivants. Généralement, ici, vous avez des exemples de formulation des objectifs d'une enquête. Donc, nos verbes à l'infinitif, connaître, mesurer, expliquer, solliciter, manager. D'accord? Si on parle de l'objectif du premier exemple, par exemple, nous allons dire, donc, connaître les attentes, connaître les besoins, connaître les préférences, les priorités, les motifs d'insatisfaction, d'accord? Puis, il y a la mesure aussi, la mesure du niveau de satisfaction, la mesure de la notoriété de l'organisation, la performance, etc. Donc, ici, vous avez des exemples de verbes à l'infinitif et ainsi que leur application pour pouvoir formuler au mieux les objectifs de votre enquête, bien sûr, en fonction de sa nature. Donc, il est essentiel. Donc, une fois les objectifs arrêtés et définis, nous allons passer à la deuxième étape qui porte sur la détermination de la population cible. Donc, il est essentiel de délimiter avec précision la population où sera réalisée l'enquête. Cette population s'appellera population cible. Donc, c'est la population sur laquelle va porter notre enquête. Le choix de la population cible est fonction des objectifs de l'étude et de ses contraintes. Donc, pour ce qui est des contraintes d'une étude, bien sûr, une étude est soumise au budget consacré à l'étude, à la durée de l'étude et des moyens techniques. Donc, la sélection de cette population cible ainsi que la détermination des objectifs de l'étude, elles sont fonction de ces trois contraintes, à savoir le budget consacré à l'étude, la durée de l'étude et les moyens techniques. Donc, on ne peut pas mener, par exemple, une enquête sur l'ensemble de la population de la ville de Casablanca si on a un budget très limité ou bien une durée qui est très limitée, ainsi que peu de moyens techniques. Donc, ces paramètres, ces contraintes sont très importantes au niveau de la démarche de méthodologie d'enquête, au niveau de la détermination de la population cible, ainsi que des objectifs de l'étude. Donc, ces éléments sont très importants à retenir. Une fois
que nous avons fixé nos objectifs, une fois que nous avons déterminé notre population cible, nous passons à l'étape du choix de l'échantillon. L'enquête menée sur un échantillon doit permettre de généraliser les résultats obtenus au niveau de l'échantillon à l'ensemble de la population cible. Et pour ce, il faut choisir un échantillon représentatif. Donc, plus l'échantillon sera représentatif, plus nous pourrons généraliser le plus fidèlement possible les résultats sur l'ensemble de la population cible. Un échantillon est dit représentatif lorsqu'il possède les mêmes caractéristiques que la population cible, c'est-à-dire qu'il reflète le plus exactement possible sa population cible dans sa diversité et ses proportions. D'accord? Donc, cet échantillon, nous verrons par la suite quelles sont les méthodes qui vont nous permettre de sélectionner un échantillon représentatif. Mais, comme je vous ai dit, l'objectif est que l'échantillon soit le plus représentatif possible pour pouvoir généraliser par la suite le plus fidèlement possible les résultats obtenus de l'échantillon sur l'ensemble de la population cible. Pour prélever un échantillon représentatif, on peut recourir à deux familles de méthodes. Donc, nous avons les méthodes probabilistes et les méthodes non probabilistes. L'objectif de ces méthodes est de construire un échantillon tel que les observations, c'est-à-dire les résultats, c'est-à-dire les informations collectées, pourront être généralisées à l'ensemble de la population. D'accord? Un échantillon, donc, représentatif. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à m'arrêter à tout moment si vous n'avez pas compris telle ou telle chose. Donc, je peux reprendre les explications. Donc, voilà, on peut recourir à deux familles de méthodes pour prélever un échantillon, les méthodes probabilistes et les non probabilistes. Pour ce qui est des méthodes probabilistes, l'échantillon est constitué par tirage aléatoire dans la population cible. Chaque individu doit avoir exactement la même chose que les autres de participer à l'enquête. Ici, on parle de méthodes probabilistes. Pour ce qui est des méthodes non probabilistes, elles se fixent comme règle que l'échantillon retenu doit avoir la même composition que la population cible par rapport à une ou plusieurs caractéristiques. Nous aurons le temps de détailler. Donc, pour ce qui est de chaque type de méthode, nous avons choisi une méthode spécifique. Donc, pour ce qui est des méthodes probabilistes, nous avons la méthode probabiliste de sélection au hasard. Donc, sans critères, par tirage aléatoire. Donc, pour ce qui est de cette méthode de sélection au hasard, nous avons cette fonction. D'accord? Cette fonction va nous permettre, en fonction du nombre de la population, du nombre d'individus au niveau de la population cible, elle va nous permettre de calculer la taille, d'accord, la taille de l'échantillon en fonction de la taille de la population cible. Donc, nous avons petit n pour la taille de l'échantillon égale à 385 divisé par 1 plus 385 divisé par la taille de la population cible. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette équation va nous permettre de calculer la taille de notre échantillon. D'accord? Mais une fois que l'on utilise cette fonction, donc cette méthode va nous permettre de calculer la taille de l'échantillon qui assure un degré de précision. Donc, cette phrase est très importante. Donc, j'aimerais que vous prêtiez toute votre attention. Assure un degré de précision défini à un seuil de confiance de 95% et avec une marge d'erreur de 3%. Vous permettra de généraliser les résultats issus de l'enquête avec 5% de risque de vous tromper de plus ou moins 3%. Donc, je vais vous expliquer donc, cette phrase donc, qui doit être directement citée une fois que l'on utilise cette équation. Donc, on va essayer d'illustrer les choses à travers un exemple. Donc, prenons un exemple. Nous avons suite
à l'enquête par questionnaire sur un échantillon en utilisant cette méthode, vous obtenez un taux de satisfaction de 70% sur un produit ou un service. Donc, supposons que vous menez une enquête, vous avez choisi votre échantillon en utilisant la méthode de sélection au hasard, donc en utilisant l'équation que l'on a vue tout à l'heure, puis vous avez mené votre enquête sur cet échantillon, vous avez récolté vos résultats, vous les avez traités et analysés, vous avez récolté vos informations, la collecte de données, vous les avez analysées et décortiquées, puis vous avez eu des résultats, vous avez obtenu des résultats. Disons que le résultat que vous avez obtenu, c'est que le taux de satisfaction pour tel produit est de 70%. C'est-à-dire que pour l'échantillon, le résultat obtenu de satisfaction de 70% est parfaitement exact pour l'échantillon. Mais nous, on va généraliser ce résultat sur l'ensemble de la population cible. Donc, pour généraliser ce résultat sur l'ensemble de la population cible, nous allons dire que le taux de satisfaction réel, c'est-à-dire le taux de satisfaction global de la population cible, a 95% de chances, d'accord, de se situer entre 67% et 73%. Donc, nous avons une marge, nous avons un taux, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un seuil de confiance de 95%. C'est-à-dire que les résultats obtenus sont exacts à hauteur de 95% si l'on généralise sur l'ensemble de la population cible. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, nous avons eu 70% comme résultat pour l'échantillon de taux de satisfaction. Donc, il est 100% exact pour l'échantillon. Mais pour pouvoir généraliser sur l'ensemble de la population cible, on va dire que le taux de satisfaction réel est à 95% de chance de se situer entre, nous avons la marge d'erreur. Donc, on a 95% de chance de se situer. Et puis, la marge d'erreur qui est de 3%, nous allons prendre les 70%, puis on va diminuer moins 3% et plus 3%. Cette marge d'erreur doit être adoptée, doit être appliquée, si vous voulez, sur le résultat obtenu. Donc, nous avons 95% de chance que le résultat se situe entre moins 3%, c'est-à-dire 67%, et plus 3%, c'est-à-dire 73%. D'accord? Donc, ça, c'est l'interprétation de la phrase qui doit obligatoirement être citée directement après avoir utilisé l'équation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris cette partie? Parce qu'elle est un peu ambiguë. Si vous n'avez pas compris, je peux reprendre les explications. Donc, on va pouvoir continuer. Donc, nous avons commencé à quelle heure? D'accord. Donc, nous avons les méthodes non probabilistes, les méthodes des quotas. D'accord? Le principe de cette méthode est d'identifier dans la population cible quelques caractéristiques de répartition significative, puis d'essayer de respecter cette répartition dans l'échantillon des individus interrogés. Donc, ici, nous avons une population cible, à l'instar de choisir au hasard un nombre d'individus pour constituer notre échantillon. Ici, nous allons reprendre les principales caractéristiques de la population cible et essayer de les calquer, si vous voulez, au niveau de l'échantillon. Donc, ces caractéristiques sont généralement qui sont souvent utilisées, ce sont les caractéristiques sociodémographiques. Donc, le sexe, le genre, l'âge, les catégories socio-professionnelles, etc. Nous allons voir tout à l'heure un exemple qui va illustrer cette méthode. Donc, la méthode non probabiliste des quotas, donc c'est la méthode qui a été retenue. Cette méthode est utilisée pour baisser la taille de l'échantillon et ainsi baisser le budget et la durée de l'étude. Donc ici, nous avons une précision, ne retenir qu'un nombre restreint de quotas. C'est-à-dire que quand on va essayer de constituer notre échantillon, on va choisir un certain nombre de quotas qui va nous permettre de calquer les caractéristiques de la population cible au niveau de l'échantillon. Mais généralement, il ne faut pas dépasser 2 ou 3 quotas. Parce que si vous dépassez 2 ou 3 quotas, vous allez
Donc, le travail sera de plus en plus difficile et vous ne pourrez pas mener votre enquête dans les meilleures circonstances. Donc, il ne faut pas dépasser 2 ou 3 quotas. Donc, une fois dépassé, on complique la tâche des enquêteurs. Donc, les individus qui n'entrent pas dans les quotas sont écartés. Supposons que, par exemple, vous êtes en train d'administrer votre questionnaire. Donc, vous avez vos quotas. Directement au niveau du questionnaire, les premières questions portent sur ce quota. Est-ce que vous faites, si l'individu questionné fait partie du quota retenu pour l'échantillon, vous continuez d'administrer le questionnaire. S'il n'en fait pas partie, soit vous le remerciez et il dispose, soit au niveau de la collecte des questionnaires pour leur traitement, le questionnaire est écarté. Donc, les individus qui n'entrent pas dans les quotas sont écartés, soit au moment de l'administration du questionnaire par l'enquêteur, soit a posteriori lors du traitement des données. Ici, nous avons un exemple de constitution d'un échantillon en utilisant la méthode des quotas. D'accord? À l'inverse de la méthode probabiliste, plutôt la méthode de sélection au hasard, où l'on utilise l'équation pour déterminer la taille de l'échantillon, la donnée dont nous avons besoin pour déterminer la taille de l'échantillon est la taille de la population cible. Si nous avons la taille de la population cible, on peut utiliser la méthode de sélection au hasard, c'est-à-dire l'équation que l'on a vue tout à l'heure. À l'inverse, pour ce qui est de la méthode des quotas, généralement, les seules informations dont nous disposons sont les proportions et non pas la taille, les proportions. Donc, supposons que nous avons ces deux proportions au niveau des étudiants de la faculté. Donc, on souhaite avoir un échantillon de 200 étudiants. La structure de la population cible, selon 3 critères, est la suivante. Selon plutôt 3 critères, c'est ça. Donc, nous avons les proportions suivantes. En économie et gestion, donc nous avons les proportions de la population. Les étudiants en économie et gestion sont à 40%, constituent 40% des étudiants de la faculté. Nous avons la filière droit arabe 50%, la filière droit français 10%. Donc, pour tous les étudiants de la faculté, nous avons ces proportions par filière. Puis, nous avons aussi ici les proportions par genre, par sexe. Nous avons ici en économie et gestion, 40% sont masculins, 60% sont féminins, et ainsi de suite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la différence, c'est que pour la méthode de sélection au hasard, c'est-à-dire en utilisant l'équation, nous avons la taille de l'échantillon. Mais pour la méthode des quotas, nous avons les proportions, donc les pourcentages. Donc, nous devons constituer notre échantillon qui est composé de 200 étudiants. Donc, on va respecter ces proportions au niveau de la détermination de notre échantillon. Nous avons ici les proportions du nombre des étudiants, du nombre relatif des étudiants par rapport à l'ensemble des étudiants. Donc, nous avons 200 qui multiplie par 40%, ce qui nous donne 80, 200 qui multiplie par 50%, ce qui nous donne 100, 200 qui multiplie par 10%, ce qui nous donne 20. Donc, nous avons au total 80 étudiants au niveau de la sélection de l'échantillon. Nous allons devoir sélectionner 80 étudiants au niveau de l'économie et gestion, 100 étudiants au niveau du droit section arabe, 20 étudiants au niveau du droit section française. Puis aussi, nous avons les proportions par genre, par sexe. Donc, nous allons ici respecter ces proportions par nombre d'étudiants. Nous avons 80 étudiants en économie et gestion, 40% sont masculins. Donc, 80 fois 40%, ce qui nous donne 32, puis 80 fois 60%, ce qui nous donne 48 étudiantes, et ainsi de suite. Par la suite, vous allez remarquer que nous avons constitué ici notre échantillon qui respecte parfaitement les caractéristiques, les proportions de notre population. Donc, une fois notre échantillon sélectionné, nous procéderons par la suite donc, à l'administration du questionnaire, donc, que l'on va voir tout de suite. Donc, une fois la phase de préparation complétée, donc, qui porte sur l'établissement de la note méthodologique que vous avez eu l'occasion de voir au niveau du cours magistral.
Donc, une fois, la note méthodologique établie, la préparation de l'enquête établie, nous allons passer à l'élaboration du questionnaire. Donc, vous allez m'excuser 2 petites minutes, je reviens. Donc, le temps de prendre un verre d'eau. Donc, je reviens tout de suite. Les excuses. Donc, on poursuit. Donc, nous passons maintenant à la deuxième phase qui porte sur l'élaboration du questionnaire. Faire une enquête consiste à interroger les individus, donc notre échantillon que l'on a choisi, un échantillon représentatif. Donc, faire une enquête consiste à interroger les individus de la population à laquelle on s'intéresse, c'est-à-dire la population cible de l'enquête, à l'aide d'un questionnaire établi en fonction des objectifs visés. Donc, nous avons arrêté nos objectifs. Donc, ces objectifs vont nous permettre de réaliser notre questionnaire. Les objectifs seront par la suite décomposés en plusieurs parties. Ces parties vont nous permettre par la suite d'établir les grandes parties qui vont constituer notre questionnaire. Ce questionnaire traduit l'ensemble des informations qu'il faut recueillir lors de l'enquête sous la forme d'une liste de questions. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois que notre échantillon arrêté, il va falloir collecter l'information. Et pour pouvoir collecter l'information, cette collecte va se faire grâce à l'administration d'une liste de questions dont la personne enquêtée va répondre, donc va répondre à cette liste de questions sous forme, donc cette liste de questions est sous forme de questionnaire. Donc, c'est ce qui va nous permettre de collecter cette information qui sera par la suite traitée, qui va nous permettre de répondre aux objectifs généraux de l'enquête. Donc, nous avons ici une définition. Un questionnaire est un ensemble construit de questions structurées et construites dans le but d'obtenir l'information correspondant aux objectifs de l'enquête. Un bon questionnaire doit décomposer et décliner les objectifs de l'enquête en parties ou thèmes et questions élémentaires auxquelles le répondant saura parfaitement répondre. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, un bon questionnaire doit décomposer et décliner les objectifs de l'enquête. Donc, nous avons ici les objectifs généraux. D'après les objectifs, nous allons essayer de décomposer ces objectifs en grandes parties. Ces grandes parties vont nous permettre d'établir les parties au niveau du questionnaire. Donc, le questionnaire sera divisé en plusieurs parties. Chaque partie sera composée des questions qui portent sur cette partie, sur cette dernière, donc auquel le répondant doit parfaitement répondre. Ici, vous avez quelques consignes à respecter au niveau de la structuration du questionnaire. Donc, c'est des consignes très importantes à respecter. Il faut classer les questions par thème. Donc, nous avons les grands thèmes. Donc, ils sont en fonction des objectifs de l'enquête. Donc, on décompose toutes les questions que l'on va poser aux individus enquêtés qui font partie de l'échantillon. On va les décomposer par grands thèmes. D'accord? On aura l'occasion de voir tout ça par la suite au niveau de l'établissement du questionnaire, au niveau de l'élaboration du questionnaire. Donc, deuxième consigne, commencer le questionnaire par des questions simples qui mettent en confiance la personne interrogée, puis aller des questions générales aux questions spécifiques. Donc, ici, comme je vous ai dit, donc il faut toujours commencer le questionnaire par des questions simples. Ces questions vont permettre à l'enquêteur de mettre en confiance, si vous voulez, la personne enquêtée et pouvoir
Donc, continuez à administrer le questionnaire de façon optimale. Donc, votre questionnaire doit comporter obligatoirement, en plus des questions relatives à l'objectif de l'enquête, une partie signalétique permettant de caractériser chaque enquêté. Bien sûr, ici, au niveau de l'administration du questionnaire, l'anonymat de la personne questionnée est bien sûr assuré. Mais pour pouvoir apprécier, si vous voulez, les résultats pleinement, apprécier pleinement les résultats qui vont être obtenus par l'administration de ces questionnaires, il est indispensable de renseigner la fiche signalétique de chaque partie répondante. Donc, la fiche signalétique, quand on parle d'un individu, porte généralement sur le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le revenu mensuel, la tranche de revenu, etc. Quand elle porte sur des entreprises, puisque l'enquête peut aussi être menée au niveau des entreprises, il s'agit voilà, les questions portent généralement de la fiche signalétique, portent sur le secteur d'activité, l'effectif du personnel, la région, etc. Donc, quatrième consigne, il faut vérifier aussi la longueur du questionnaire. Plus le questionnaire sera long, plus la personne questionnée sera découragée pour continuer à répondre au questionnaire. Donc, les questionnaires ne doivent pas être trop longs pour ne pas ennuyer la personne enquêtée. Donc, ces consignes portent sur comment administrer un questionnaire au niveau du terrain, c'est-à-dire en face à face. Si vous êtes en face à face avec la personne enquêtée, c'est-à-dire la personne qui fait partie de la population cible, donc vous administrez le questionnaire et puis vous notez les différentes réponses oralement, bien sûr, vous administrez le questionnaire oralement et puis vous notez les différentes réponses au niveau du questionnaire papier dont vous avez la disposition. Donc, vérifiez que toutes les questions posées sont utiles à répondre aux objectifs de l'enquête. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la formulation des questions doit toujours être faite en fonction des objectifs de l'enquête. C'est-à-dire qu'il ne faut pas poser des questions qui ne vont pas nous servir à atteindre nos objectifs, même si ces questions sont intéressantes. Si elles n'ont rien à voir avec nos objectifs, mieux vaut ne pas les poser, parce que c'est comme si c'est un hors-sujet, d'accord? Il faut toujours que les questions se rapportent aux objectifs précités, aux objectifs de l'enquête. Vérifier que toutes les questions posées sont utiles pour répondre aux objectifs de l'enquête. Certaines questions que l'on peut poser peuvent être intéressantes, mais doivent être écartées si elles n'ont aucun lien avec le sujet de l'étude ou les objectifs de l'enquête. C'est bon? Donc, ici, nous allons passer au type de questions. D'accord? On distingue 4 grandes familles de questions. Nous avons les questions ouvertes. Donc, ici, on va parler des types de questions qui vont constituer notre questionnaire. Nous avons les questions ouvertes, les questions fermées, les questions mixtes, puis les questions groupées ou les groupes de questions. Les questions ouvertes. Donc, pour ce qui est des questions ouvertes, il s'agit de formuler une question sans présenter une liste de réponses. La question est suivie d'un espace délimité destiné à recevoir la réponse fournie librement par l'enquêté. Ici, c'est une réponse libre. Donc, la question est posée à la personne enquêtée. L'enquêté a le libre choix de formuler librement sa réponse. Donc, nous avons ici quelques exemples de questions ouvertes. Nous avons les questions ouvertes d'opinion. Qu'avez-vous aimé de la publicité que vous venez de voir? Donc, ici, la personne enquêtée à laquelle on pose la question va pouvoir s'exprimer librement et répondre à la question sans avoir de réponse préétablie. D'accord? Les questions ouvertes de fait, quels sont vos meilleurs souvenirs d'enfance? Ou bien des questions ouvertes numériques. Quelle est votre moyenne d'heures de connexion aux réseaux sociaux par semaine? D'accord? Donc, les questions ouvertes, nous allons voir au niveau de ce tableau les avantages et inconvénients des questions ouvertes.
Donc, quand je parle d'enquêter, je parle de la personne qui fait partie de l'échantillon, d'accord? La personne à qui on administre le questionnaire, c'est la personne enquêtée. L'enquêteur, c'est la personne qui administre le questionnaire, c'est-à-dire la personne qui dirige l'enquête, d'accord? Donc, pour l'enquêter, les avantages, c'est que ça lui permet de faire une libre formulation, de formuler librement sa réponse, d'accord? Mais pour ce qui est des inconvénients pour l'enquêter, il s'agit d'un travail assez exigeant, d'accord? Des fois, les personnes enquêtées ne préfèrent pas faire l'effort nécessaire pour exprimer quelques phrases, d'accord? Pour ce qui est de l'enquêteur, les avantages, c'est que ça permet les questions ouvertes permettent un réel et fidèle recueil d'opinions et de suggestions, d'accord? Et c'est aussi utile quand le champ de réponse est très, très vaste, d'accord? Quand le champ de réponse est très vaste et que l'on ne peut pas énumérer les différentes réponses possibles, donc il faut recourir aux questions ouvertes. Sauf que, pour ce qui est des inconvénients pour l'enquêteur, la collecte et le traitement des données demandent une analyse à travers un codage. Donc, c'est un travail, donc pour ce qui est des questions ouvertes, une fois les réponses collectées, il va falloir mener un travail de codage de ces différentes réponses. C'est un travail qui est fastidieux, qui prend beaucoup de temps, donc qui est assez compliqué à gérer. Donc, nous verrons tout ça par la suite quand on traitera du logiciel Sphinx, d'accord? Donc, ce qui nous intéresse ici au niveau du cours, c'est que vous puissiez cerner toute la démarche d'enquête, toute la méthodologie qu'il y a derrière. Nous traiterons par la suite des différents logiciels, à savoir le logiciel Sphinx. Nous ferons aussi un petit tutoriel, si vous voulez, du logiciel Google Forms pour pouvoir réaliser et éditer un questionnaire. Mais ces logiciels sont généralement faciles à manipuler, d'accord? Donc, c'est intuitif. Donc, vous pourrez par la suite les utiliser librement. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que vous arriviez à cerner toute la démarche d'enquête, toute la démarche qui est menée pour réaliser une enquête. Donc, donc je ferme la parenthèse. Nous avons traité des questions ouvertes. Maintenant, nous allons passer aux questions fermées. Donc, pour ce qui est des questions fermées, il s'agit de formuler une question tout en proposant les réponses possibles, nommées les modalités de réponse. D'accord? Ici, nous formulons la question, puis nous énumérons l'ensemble des réponses possibles, d'accord, qui permettent à la personne enquêtée de choisir directement la réponse qui correspond à sa personne, d'accord? Les réponses sont nommées les modalités de réponse. Donc, quand on énumère les différentes réponses possibles, chaque réponse est appelée modalité de réponse. Donc, nous avons 3 types de questions fermées. Nous avons les questions fermées à choix unique, les questions fermées à choix multiples, puis les questions fermées à échelle d'évaluation. Nous allons traiter les 3 types un à un. Nous avons les questions fermées à choix unique. L'enquêté, c'est-à-dire la personne à qui on administre le questionnaire, l'enquêté a le choix d'une seule réponse parmi une liste d'au moins 2 modalités de réponse. D'accord? Nous avons, prenons le premier exemple, possédez-vous une console de jeux vidéo? C'est une question fermée à choix unique. D'accord? Nous avons 2 modalités de réponse. Première modalité, oui. Deuxième modalité, non. Donc, ici, la personne enquêtée n'a le choix de répondre qu'à une seule modalité de réponse. Nous avons ici aussi un autre exemple. Quelle est votre tranche de revenu salarial? Moins de 3 000, entre 3 000 et 5 000, entre 5 001 et 10 000, plus de 10 000. Donc ici, j'aimerais attirer votre attention par rapport quand on pose des modalités de réponse sous forme de fourchette, d'accord? Donc, la syntaxe des modalités de réponse est très, très importante, d'accord? Ici, nous avons moins de 3 000.
C'est-à-dire que si la personne enquêtée a un salaire entre 1 et 2999, on coche la première modalité de réponse. Si ici nous avons entre 3000, puisque la première modalité c'est moins, donc strictement moins à 3000. Puis après nous avons entre 3000 et 5000. Donc ici 3000 est comprise au niveau de la deuxième modalité de réponse. Entre 3000 et 5000. À partir de 3000 dirhams, si la personne enquêtée a un salaire à partir de 3000 dirhams, on coche entre 3000 et 5000, on coche la deuxième modalité. Ici, nous avons 5000 qui est incluse au niveau de la modalité 2. Donc, nous allons commencer notre troisième modalité à partir de 5001. D'accord? Nous n'allons pas mettre ici entre 5000 et 10 000, puisque 5000 est déjà comprise au niveau de la deuxième modalité. D'accord? Si nous mettons ici 5000 et que la personne enquêtée a un salaire de 5000 dirhams, ici, il y aura confusion parce que on va pouvoir cocher et la deuxième modalité et la troisième modalité. Donc, c'est chose qui va biaiser par la suite les résultats de l'enquête. Donc, ici, il faut mettre 5001, puisque ici, les 5000 sont déjà comprises au niveau de la deuxième modalité. Entre 5001 et 10 000, puis nous avons ici plus de 10 000. Donc, c'est à partir de 10 001, plus de 10 000, puisque 10 000 est déjà comprise au niveau de la troisième modalité. Donc, j'espère que c'est clair. Si vous avez besoin que je réexplique ces éléments, vous pouvez m'arrêter à tout moment. Donc, nous avons traité des questions fermées à choix unique. Maintenant, nous allons traiter des questions fermées à choix multiples. D'accord? L'enquêté a le choix d'une ou de plusieurs réponses parmi une liste d'au moins 2 modalités de réponse. Ici, nous avons un exemple pour illustrer ces éléments, avec bien sûr la possibilité d'indiquer le nombre de choix possibles. D'accord? Ici, à l'inverse du choix unique, le répondant peut répondre à une ou plusieurs modalités de réponse. Nous avons l'exemple suivant. Quels sont le ou les modules du S3 qui vous ont le plus intéressé? Nous avons ici l'ensemble des modules dispensés au niveau du S3. Donc, la personne enquêtée va pouvoir répondre en cochant une ou plusieurs modalités de réponse, en fonction, bien sûr, de ses opinions. D'accord? Donc, ici, j'aimerais attirer votre attention au niveau de la formulation de la question. D'accord? La formulation de la question fermée à choix multiples doit prendre ces éléments de pluriel. D'accord? Il faut toujours mettre en parenthèse les éléments du pluriel. Puisque la personne enquêtée peut répondre soit par une ou plusieurs réponses. Donc, quelles, avec S, entre parenthèses, quels sont le ou les modules du S3 qui vous ont le plus intéressé. Donc, ici, il faut que la formulation de la réponse permette à la personne enquêtée de comprendre qu'il s'agit d'une question fermée à choix multiples, qu'il peut répondre en cochant plusieurs modalités de réponse. Donc, cet élément est très important, donc essayez de le retenir. Donc, ici, nous avons, donc on a parlé des questions ouvertes, fermées à choix unique, des questions fermées à choix multiple. Maintenant, nous allons passer aux questions fermées à échelle d'évaluation. Ici, l'enquêté a le choix de répondre à une cote, d'accord? Une cote, donc un niveau de réponse établi selon une échelle de graduation, d'accord? Une échelle de graduation croissante ou décroissante. Donc, en général, une échelle à 4 degrés d'évaluation est la plus simple et la plus performante. Donc, généralement, il ne faut pas dépasser 4 degrés. Donc, on va voir déjà l'exemple pour illustrer cet élément. Donc, quelle est votre opinion sur le gouvernement actuel? Donc, très bonne, bonne, mauvaise, très mauvaise. Nous avons ici 4 degrés d'évaluation. Donc, de très bonne à très mauvaise. Bien sûr, vous pouvez ajouter la modalité sans opinion. Bien sûr, la formulation de la question et le choix des modalités de réponse, bien sûr, doit se faire en concertation, toujours dans le cadre des objectifs de l'enquête. D'accord?
Quelle est votre opinion? Donc, très bonne, bonne, mauvaise, très mauvaise. Ici, nous avons 4 degrés d'évaluation et on ajoute par la suite la modalité de réponse sans opinion. Puis, nous avons aussi, au niveau des questions fermées, elles peuvent aussi servir comme questions filtres. D'accord? Nous avons aussi ce type non pas ce type, mais cette caractéristique que peut prendre les questions fermées. D'accord? Les questions filtres sont des questions qui permettent de diriger l'enquête vers les questions qui s'appliquent à sa situation. D'accord? Qui les concernent directement. Ici, nous avons cet exemple. Excusez-moi. Donc, avez-vous un abonnement mobile? Ici, c'est une question fermée à choix unique. Oui, non. D'accord? Donc, en fonction de la réponse fournie par la personne enquêtée au niveau de la première question, donc, elle va orienter le choix de la personne qui suit, de la question qui suit. Donc, si oui, quand vous êtes-vous abonné, puis on répond, sinon, pensez-vous à contracter un abonnement mobile prochainement? Donc, la première question constitue une question filtre. Si la personne répond en disant non, on saute la deuxième question et on passe directement à la troisième question. D'accord? Si la réponse est oui, on passe directement à la deuxième question et on saute la troisième question. Excusez-moi. D'accord? Donc, la première question est une question filtre. Donc, ici, au niveau des questions fermées, nous allons voir certaines caractéristiques qu'il faut absolument retenir. D'accord? La principale difficulté des questions fermées réside dans l'élaboration de la liste des réponses. Donc, ici, la liste c'est-à-dire les modalités de réponse doivent respecter ces contraintes. Donc, la liste de réponses doit être exhaustive, elle doit être homogène et doit être mutuellement exclusive. Donc, elle doit être exhaustive, c'est-à-dire qu'elle prend en compte tous les cas de figure et dresser la liste complète des réponses potentielles. Donc, c'est-à-dire que quand on rédige une question fermée, il faut que les modalités de réponse soient les plus exhaustives possibles. C'est-à-dire qu'ils doivent reprendre tous les types de réponses possibles. D'accord? Pour ce qui est des questions fermées. Donc, il y a le principe d'exhaustivité, c'est-à-dire que toutes les réponses possibles doivent être énumérées au niveau des modalités de réponse. Il faut que les réponses soient homogènes, c'est-à-dire que toutes les réponses doivent se rattacher à l'objet de la question et dans la même logique. Donc, elles doivent avoir une certaine homogénéité. Je ne peux pas poser une question qui porte, par exemple, sur la satisfaction et donner une modalité de réponse qui porte sur les fréquentations, par exemple. Il faut qu'il y ait une homogénéité, une harmonie, si vous voulez, d'accord, entre les modalités de réponse et la formulation de la question et l'objet de la question. Sinon, on va poser des modalités de réponse qui sont hors sujet. D'accord? Donc, on a dit tout à l'heure l'exhaustivité. Maintenant, c'est l'homogénéité. Puis, on va parler de l'exclusivité mutuelle. Il faut que les réponses soient mutuellement exclusives. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'enquêté puisse sélectionner 2 réponses pour apporter la même information. Donc, il faut qu'il y ait une exclusivité mutuelle. C'est-à-dire que il faut que chaque modalité de réponse soit indépendante par rapport aux autres modalités. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait une confusion entre plusieurs modalités de réponse. D'accord? On va voir ces éléments dans le cadre des exemples suivants. Nous avons le premier exemple. Comment jugez-vous la qualité des repas de notre restaurant? Bonne, mauvaise, bonne, acceptable, mauvaise, choix du repas varié. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? On n'entend rien. Donc, je pense qu'il est bon. Je pense que vous m'entendez.
Donc, sinon, vous me le signalez, s'il vous plaît, même par message. D'accord. Donc, nous avons cet exemple. Comment jugez-vous la qualité des repas de notre restaurant? Donc, ici, vous avez ces modalités de réponse. Il faut donc essayer de chercher l'erreur. Donc, ici, au niveau de cet exemple, il y a une erreur donc, qui porte sur les caractéristiques dont on a parlé tout à l'heure, l'exhaustivité, l'homogénéité et l'exclusivité mutuelle. Donc, je vous laisse quelques minutes pour essayer de trouver l'erreur. Donc, est-ce que le son est bon? Ah, parfait, vous m'entendez bien, c'est parfait, parfait. Donc, je vous laisse une petite minute. Donc, essayez de trouver l'erreur, même par écrit. Vous pouvez me répondre par écrit, c'est pas grave. Donc, ici, l'erreur, donc l'erreur au niveau de cet exemple, c'est au niveau de la 4e modalité de réponse. D'accord? Ici, ici, au niveau de la question, on veut traiter de la qualité des repas. D'accord? La première réponse, la première modalité porte sur la qualité, donc si elle est bonne, si elle est acceptable, si elle est mauvaise. Alors que la 4e modalité de réponse ne parle pas de la logique de qualité de repas, mais parle au niveau de la variété de repas. Donc ici, l'objet de cette modalité de réponse est différent de l'objet de la question. Donc, il n'y a pas l'homogénéité dont doit faire preuve cette modalité de réponse par rapport à cette question. Donc, le principe d'homogénéité n'a pas été respecté. Donc on passe à l'explication. Donc, voilà. Donc, le principe, donc les 3 premières. Donc, nous avons ici aussi, nous avons un deuxième exemple. Il faut aussi ici chercher l'erreur. Comment vous rendez-vous à votre faculté? À pied, en voiture, avec les transports en commun, en tramway. Ici aussi, il y a donc il y a à ce niveau, une erreur ou plusieurs erreurs par rapport au principe qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je vous laisse aussi une petite minute, le temps d'apprécier la question et essayer de trouver l'erreur potentielle. Donc, on va passer aux explications. Pour le premier exemple, qui porte sur la qualité du repas, les 3 premières réponses désignent les niveaux de qualité de repas. La 4e renvoie à une autre logique. Elle porte sur la variété. Donc, le principe d'homogénéité des réponses n'a pas été respecté. D'homogénéité des réponses par rapport à la question. D'accord? Par rapport à l'objet de la question. Donc, pour l'exemple 2, qui porte sur les moyens de transport utilisés pour aller à la faculté, ici, les modalités, nous avons à pied, en voiture, avec les transports en commun, en tramway. Ici, nous avons un premier principe qui n'a pas été respecté, c'est l'exclusivité mutuelle. Cette question est mal construite, car les 2 dernières réponses ne sont pas exclusives. L'enquêté qui utilise le tramway peut choisir l'une ou l'autre des 2 réponses. Comme vous pouvez le constater, ici, nous avons, avec les transports en commun, en tramway. Le tramway fait partie déjà des transports en commun. C'est-à-dire que la personne qui se déplace en tramway peut cocher soit la 4e modalité ou bien même la 3e modalité de réponse, puisque le tramway fait partie des transports en commun. D'accord? Donc ici, le principe d'exclusivité mutuelle n'est pas respecté, puisque ici, le tramway fait partie des transports en commun. Donc, ces 2 modalités de réponse ne sont pas exclusives. D'accord? L'exclusivité, c'est-à-dire la parfaite distinction entre les 2. D'accord? Donc, aussi, le principe d'exhaustivité n'a pas été respecté. Pourquoi? Le principe d'exhaustivité, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que
il faut formuler toutes les réponses possibles, d'accord? Pour qu'il y ait, pour que la réponse, pour que la personne questionnée, c'est-à-dire l'enquêté, puisse répondre au mieux au questionnaire. Il faut que toutes les réponses possibles soient questionnées. Ici, à ce niveau, nous avons d'autres réponses qui n'ont pas été mentionnées, comme le déplacement en vélo, le déplacement en moto, d'accord? Donc ici, le principe d'exhaustivité n'a pas été respecté puisqu'il existe des moyens de transport autres que les modalités de réponse proposées, comme le vélo ou en moto, etc. D'accord? Ici, nous avons les avantages et inconvénients des questions fermées, comme pour l'enquêteur, comme pour l'enquêté. Pour l'enquêter, donc c'est facile et rapide à répondre puisqu'il a le choix directement entre des modalités de réponse qui ont été déjà préétablies. Pour ce qui est des inconvénients pour l'enquêter, c'est qu'il y a un risque d'ennui face à une batterie de questions fermées. D'accord? Pour l'enquêteur, donc l'avantage, c'est que les résultats sont faciles à dépouiller et à analyser. Ça, ce sera fait au niveau de la collecte des questionnaires et au niveau du traitement et de l'analyse des données. Donc, quand on parle de dépouillement, le dépouillement, c'est la procédure où l'on a récolté les questionnaires et l'on commence par remplir des tableaux, des tableurs Excel ou bien au niveau du logiciel Sphinx, quand on commence à renseigner les réponses au niveau des questionnaires collectés. Donc, c'est ça. Donc, quand on parle de dépouillement, c'est cette procédure. Donc, il y a aussi, pour ce qui est des inconvénients pour l'enquêteur, risque de trop simplifier un problème. Il se peut qu'un problème soit plus ou moins compliqué, on va dire, soit complexe plutôt. Donc, les questions peuvent être formulées au niveau des questions ouvertes et non pas des questions fermées. Tout dépend du problème dont va traiter la question. Risque de biais, c'est-à-dire d'erreur, en influençant les réponses de l'enquêté par des suggestions. Donc, il se peut qu'une fois que l'on va citer l'ensemble des réponses possibles à l'enquêté, c'est-à-dire la personne à qui on administre le questionnaire, il se peut qu'il soit influencé, puisqu'on lui a déjà soufflé les réponses possibles. Donc, il va se limiter aux réponses que l'on vient de lui souffler. Donc, ça, c'est grosso modo au niveau, ça c'est les avantages et inconvénients au niveau des questions fermées. Puis nous passons au troisième type de questions qui sont les questions mixtes. Il s'agit de formuler ici les questions mixtes. C'est un mélange, c'est un mixte entre les questions ouvertes et les questions fermées. Il s'agit de formuler une question tout en proposant les réponses possibles, c'est-à-dire la caractéristique des questions fermées, et en offrant la possibilité d'ajouter des réponses libres, c'est-à-dire les caractéristiques des questions ouvertes. D'accord? Ici, ces questions mixtes, l'intérêt de ces questions mixtes, c'est de réunir à la fois les avantages des questions ouvertes et les avantages des questions fermées. Exemple, pourquoi assistez-vous au module informatique de gestion? Parce qu'il m'est imposé dans le programme du S6, parce que le sujet m'intéresse, parce qu'il me permet d'améliorer mes compétences et les autres raisons. Généralement, quand est-ce qu'on utilise les questions mixtes? On utilise les questions mixtes lorsque le champ des réponses de la question est très vaste et que les réponses récurrentes sont limitées. D'accord? Quand on a des réponses qui sont généralement on va dire limitées, c'est-à-dire que le choix de ces réponses est récurrent, donc et que le choix des réponses est récurrent et que la possibilité des réponses est très vaste, nous utilisons à ce niveau les questions mixtes. Donc, les caractéristiques qui sont utiles quand on ne maîtrise qu'une partie du champ des réponses possibles est plus facile à manipuler que les questions ouvertes. Quand on parle de manipulation, ça sera au niveau de l'analyse du traitement des données.
Puis nous avons un quatrième groupe de questions, c'est les questions groupées ou groupes de questions. Donc, il s'agit de regrouper des questions dans un même tableau. D'accord? Pour former un groupe de questions, les questions doivent se suivre, être de même type et avoir les mêmes modalités de réponse. On utilise souvent les questions groupées lorsque l'on demande le degré de satisfaction sur une série de points distincts. D'accord? Donc ici, nous allons prendre l'exemple suivant. Lors de votre visite à notre restaurant, quelle est votre satisfaction concernant? Ici, nous avons l'ensemble des critères qui vont porter sur cette question, l'accueil, le choix des plats, la température, etc. Puis ici, nous avons notre échelle d'évaluation. Très satisfait, satisfait, plutôt satisfait, pas satisfait. D'accord? Ici, c'est une question groupée, donc c'est-à-dire que ces critères peuvent parfaitement faire l'objet de cette question. C'est-à-dire qu'on peut dire, lors de votre visite à notre restaurant, quelle est votre satisfaction concernant l'accueil? Puis après, lors de votre visite à notre restaurant, quelle est votre satisfaction concernant le choix des plats? Et ainsi de suite. Donc, cet élément est très important à mémoriser. Pour former un groupe de questions, les questions doivent se suivre. Donc ici, nous avons une suite au niveau des questions. Donc, une suite qui est logique. Donc, l'accueil, le choix des plats, la température, le goût, le service, etc. Donc, les questions doivent se suivre, être de même type. Notre question ici est de type fermé à échelle d'évaluation. Très satisfait, satisfait, plutôt satisfait, pas satisfait du tout. Donc, toutes les questions suivantes sont des questions fermées à échelle d'évaluation. Donc, elles doivent se suivre, elles doivent être de même type et avoir les mêmes modalités de réponse. Donc, c'est des questions fermées à échelle d'évaluation et elles ont les mêmes modalités de réponse. Donc, dans ce cas-ci, nous pouvons recourir aux questions groupées ou groupes de questions. Donc, ici, vous avez quelques caractéristiques à retenir donc, au niveau de la formulation des questions. L'objectif d'une question est d'obtenir une réponse traduisant exactement ou le plus fidèlement possible une réalité, l'opinion de la personne enquêtée. Une question doit être simple et compréhensible. Donc, il faut utiliser des mots simples du langage courant parlé. Il faut que la question soit claire, choisir les mots qui ne peuvent être mal interprétés par l'enquêté. Il faut que la question soit précise. Une question du type « Êtes-vous en activité depuis longtemps ?» n'est pas précise, mais dire plutôt « Depuis combien de temps êtes-vous en activité ?» Moins d'1 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, plus de 3 ans. Il faut que la question soit courte et directe. L'enquêté peut vite perdre patience. Il faut que la question aussi soit pertinente, c'est-à-dire qu'elle doit être toujours en accord avec les objectifs de l'enquête. Même si une question peut être intéressante à étudier, mais qui ne porte pas, qui n'est pas en accord avec les objectifs de l'enquête, cette question est automatiquement écartée. D'accord ? Donc, une question ne doit contenir qu'une seule idée, donc il ne faut pas qu'il y ait de double question. Il faut éviter la négation dans une question de style « ne pensez-vous pas que » et ne doit pas suggérer une réponse particulière, éviter d'influencer la réponse en donnant une suggestion de réponse dans la question. Exemple, avez-vous aimé ce très bon film? Donc, si on prend cet exemple, c'est comme si on suggère une réponse. Aimez-vous ce très bon film? Donc, déjà, on dit que c'est un très bon film. Donc, il faut faire attention à ces éléments. Donc, voilà. L'ordre des questions a son importance aussi. On préfère souvent mettre la fiche signalétique à la fin, plus facile à répondre, plus courte. Donc, il faut respecter l'ordre des questions. Il faut des grandes parties du questionnaire, puis des questions. Il faut concentrer les questions posées sur le seul objectif de l'enquête et ne pas ajouter les questions utiles, même si elles sont intéressantes. Limiter le nombre de questions pour ne pas décourager les enquêtés. Donc, 25 à 30 maximum. Donc, la présentation et le test des questionnaires. Une fois le questionnaire arrêté et rédigé, il faut le tester sur un petit nombre ou un petit échantillon différent de celui constitué
pour l'enquête, pour détecter les grosses erreurs. Ce test permet d'éviter les erreurs de forme et de fond. Les erreurs sur la forme, la manière dont souvent sont posées les questions ou les réponses, manque d'une modalité de réponse, etc. Comme pour les erreurs qu'on a vues tout à l'heure qui ne respectaient pas le principe d'exhaustivité, d'exclusivité mutuelle, etc. Les erreurs sur le fond, des questions peu ou mal formulées au regard des objectifs. Donc, généralement, le test du questionnaire permet de répondre à ces anomalies, à ces erreurs. Le test du questionnaire doit permettre les vérifications suivantes. Vérifier si les questions sont conformes aux objectifs de l'enquête, la longueur correcte et l'ordre logique des questionnaires respectés, termes compréhensibles et sans ambiguïté. Donc voilà, ici, nous passerons, donc nous traiterons de la phase 3 au niveau de la prochaine séance. Donc, je vais voir avec vous rapidement la note méthodologique. Donc, ce que vous allez faire, donc, est-ce que vous avez déjà constitué votre trinôme? Est-ce que vous avez déjà constitué votre trinôme? Donc, je n'ai pas reçu vos travaux cette semaine. Donc, il va falloir m'envoyer vos notes méthodologiques pour la séance prochaine pour que je puisse procéder à votre encadrement. D'accord? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prévenir vos camarades de classe? Donc, on va voir rapidement la méthodologie d'enquête. Donc, la note méthodologique plutôt. Parfait. Donc, nous allons commencer. Donc, l'objectif de l'enquête. Donc, ici, pour ce qui est de la note méthodologique, vous allez essayer de respecter. Donc, vous allez essayer de respecter le cadre qui a été arrêté au niveau de la note méthodologique pour ce qui est de votre travail. Donc, ici, vous allez mettre étude de la satisfaction des clients 2. Puis ici, vous allez mettre l'enseigne ou bien la marque sur laquelle va porter votre enquête, puis l'adresse de cette marque. Prenons par exemple que vous allez mener votre enquête au niveau de la boutique Bershka. D'accord? La boutique Bershka, vous allez mettre ici des clients de la boutique Bershka Ma'arif. D'accord? Il faut spécifier de quelle boutique on parle et sur quelle boutique va porter notre étude. Donc, l'objectif de l'enquête, on veut enquêter sur le niveau de satisfaction des clients du complexe cinématographique Megarama de la ville de Casablanca. Donc, il faut spécifier l'adresse. Ceci afin de... Ici, nous avons posé notre démarche, puis ici, nous allons énumérer les objectifs de l'enquête. Cette partie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est une partie très importante parce que c'est cette partie qui va nous permettre de décomposer nos objectifs en grandes parties. Ces grandes parties vont figurer au niveau du questionnaire. D'accord? Donc, c'est une partie, donc les objectifs de l'enquête, c'est une partie très importante, donc à qui il va falloir donner beaucoup d'attention. Donc, ceci afin de mesurer le niveau de satisfaction de cette clientèle. Donc, mesurer le niveau de satisfaction de cette clientèle, cerner les éventuelles défaillances du complexe et proposer leurs améliorations. Le tout en vue de développer la fidélisation des clients de Megarama Casablanca. Pour traduire ces objectifs, on propose de décomposer le questionnaire en plusieurs parties. Donc, ces questions ont été décomposées en fonction des objectifs. Donc, essayez de respecter un peu la syntaxe qui a été utilisée au niveau de la note méthodologique, d'accord? Maintenant, nous avons la population cible. Ici, au niveau de la population cible, vous allez essayer d'imaginer en fonction du magasin ou bien de l'enseigne que vous avez choisi d'étudier, vous allez essayer d'imaginer tous les éléments qui vont vous permettre de calculer la population cible sur laquelle va porter votre étude. Prenons un exemple, vous allez mener une étude au niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du magasin de vêtements de prêt-à-porter Bershka. Vous allez dire que vous allez prendre donc la population d'une journée, donc vous allez choisir le samedi ou le dimanche. Vous allez dire que le magasin est ouvert entre 8 h du matin
et vous allez voir les horaires du magasin, ils sont disponibles au niveau de Google, sur Google Maps. Donc, vous prenez l'horaire d'ouverture et l'horaire de fermeture, vous calculez le nombre d'heures, vous allez estimer au niveau d'une heure le matin quel est le nombre de clients qui entrent au niveau du magasin, et vous allez estimer au niveau d'une heure de l'après-midi quel est le nombre de clients qui entrent, qui affluent au niveau du magasin. Puis vous allez estimer par la suite le nombre de clients qui entrent au niveau de l'ensemble des heures qui composent la journée. Puis comme ça, vous aurez la taille de votre population cible. Donc, essayez d'imaginer ces éléments de calcul, essayez de les trouver. Donc, en principe, quand j'avais parlé au niveau avec le responsable du module, il m'a dit que pour les années précédentes, les trinômes, les étudiants devaient aller se déplacer au niveau du magasin et faire le travail sur le terrain. Mais vu les conditions actuelles du Covid, vu les complications, vu les cours à distance, etc., on peut pas mener, vous ne pourrez pas mener ces études donc de façon bonne. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de trouver ces éléments de calcul et essayer de les appliquer pour calculer la taille de la population cible. Donc, ici, ces éléments sont, je pense, vous les avez traités au niveau du cours. Ici, le cinéma dispose de 5 horaires. Nous avons 12 salles. Le remplissage moyen est de 75. 75 qui multiplie par 12 qui multiplie par 5 horaires nous donne la taille de la population cible qui est de 4500. Donc ici, nous allons utiliser la méthode de sélection au hasard. Nous n'avons pas de renseignements pour envisager un échantillon sur la méthode des quotas. On va choisir au hasard un étudiant à interroger avec. Ici, nous calculons, puisque nous avons calculé ici la taille de la population cible, donc automatiquement, cette taille de la population cible va nous permettre d'utiliser notre équation pour calculer la taille de l'échantillon. Donc l'échantillon, une fois calculé, en utilisant cette équation, il faut impérativement mentionner la phrase suivante, ceci afin d'assurer un intervalle de confiance de 95% et 3% comme marge d'erreur. Donc, il est très important de mentionner cette phrase après l'utilisation de l'équation. Donc, ici, une remarque qui porte sur la salle dédiée aux enfants et adolescents, puisque il y a une salle dédiée aux enfants et adolescents, nous allons prendre le 12e de la taille de l'échantillon, 1 sur 12, qui est constitué de 30 individus, qui seront composés d'adolescents et d'enfants. Donc, tout ceci afin d'avoir un échantillon le plus représentatif possible, donc pour pouvoir avoir les résultats les plus représentatifs possibles et pour pouvoir les généraliser le plus fidèlement possible sur l'ensemble de la population cible. Donc, le mode d'administration des questionnaires, administration sur papier, en face à face et en face des caisses. Donc, ici, nous allons traiter du coût de l'enquête. Aussi, ici, au niveau du coût de l'enquête, essayez d'imaginer donc les éléments de calcul qui vont vous permettre de calculer le coût de votre enquête. Chaque enquêteur peut administrer 6 questionnaires dans l'heure qui précède la séance. D'accord? Nous allons dire, par exemple, au niveau du magasin Bershka, chaque enquêteur peut administrer 10 questions, on va dire 30, 20 ou bien 15 questionnaires par heure au niveau des caisses. D'accord? Voilà, pour chaque questionnaire, on peut administrer un questionnaire toutes les 4 minutes, toutes les 5 minutes. Donc, essayez d'imaginer ces éléments. Donc, on reprend l'explication de l'exemple du complexe Megarama. Chaque enquêteur peut administrer 6 questionnaires dans l'heure. D'accord? Un questionnaire dure 10 minutes. Donc, nous avons 6 questionnaires dans l'heure qui précède la séance. Un questionnaire dure 10 minutes. D'accord? Nous avons ici la taille de notre échantillon qui est de 355, que l'on va diviser par 5 horaires disponibles, ce qui nous donne 71 questionnaires à administrer au niveau de chaque horaire. Parmi les horaires donc, que propose le complexe cinématographique, pour chaque horaire, il faut administrer 71 questionnaires. Et nous savons que chaque enquêteur peut administrer 6 questionnaires par horaire. Donc, si on divise 71 divisé par 6, ce qui va nous donner un nombre de 12 enquêteurs.
Donc, nous aurons besoin de 12 enquêteurs. Chaque enquêteur va administrer 6 questionnaires. 6 questionnaires que l'on multiplie par 5 horaires, ce qui nous donne 30 questionnaires administrés par chaque enquêteur. Si on multiplie 12 par 30, ce qui nous donne 360, ce qui correspond au nombre, à la taille de notre échantillon. Ici, la conception de l'enquête, donc le montant a été estimé. Vous aussi, essayez de garder la même fourchette à ce niveau, 10 000 dirhams. Pour ce qui est des enquêteurs, ici, nous avons le nombre de questions administrées. Les enquêteurs sont payés par rapport au nombre de questions administrées. Ici, l'estimation a été faite à hauteur de 40 dirhams par questionnaire administré, 40 que multiplié par 355, ce qui nous donne 14 200 dirhams. Ici, pour l'analyse et le traitement des données collectées au niveau du après administration du questionnaire, elle a été estimée ici à hauteur de 15 000 dirhams. Donc voilà, donc est-ce que vous avez pu, donc je pense que j'ai essayé d'être le plus clair possible. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Monsieur, on ne peut pas être un binôme. Non, en fait, il serait préférable d'être un trinôme. Donc essayez de constituer vos groupes par trinôme. Si vous ne pouvez pas le faire, donc un binôme ou deux, ça ne sera pas la fin du monde. Donc, essayez de réaliser vos notes méthodologiques et de me les envoyer par mail pour que je puisse pouvoir les encadrer pour vous au niveau de la prochaine séance. Donc, j'espère que j'ai été assez clair. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez m'écrire au niveau des textos, je peux les lire maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vais vous laisser quelques minutes. Donc, d'ici là, essayez de désigner un délégué de classe pour votre groupe, d'accord? C'est le groupe 45. Essayez de désigner un délégué de classe avec qui je vais communiquer pour pouvoir lui envoyer les supports de cours, la présentation, etc. D'accord? Donc, si c'est bon, donc je pense qu'il ne nous reste plus que 2 minutes. Donc, je vais attendre 2 minutes si vous avez des questions. Sinon, on va pouvoir disposer. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais pouvoir vous libérer. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Oui? Monsieur, j'ai déjà envoyé un note méthodologique sur ta boîte mail. Parfait, d'accord. Donc, je vais vérifier. Est-ce que vous avez cité le numéro du groupe? Oui, oui. D'accord, parfait. Parfait. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas encore réalisé leur note méthodologique, essayez de le faire d'ici la séance prochaine pour que je puisse procéder à leur encadrement. Donc, voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous laisse. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.